Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur Immedia, le magazine Quantique Planète. J'ai un grand plaisir à vous retrouver parce que notamment un livre et un auteur qui m'ont particulièrement interpellé et pas qu'un peu et à plusieurs niveaux. C'est pourquoi je vais vous le présenter de suite, c'est à plus vite, René Arnaud alias Thomas Allen pour ce livre, cet ouvrage, plusieurs tomes, La conspiration des anges. Bonjour à vous. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission. Alors, comment est-ce que on peut peut-être aussi vous présenter? Parce que René Arnaud, alias Thomas Allen, peut-être d'ailleurs, est-ce que ça vous dérange d'avoir votre nom là, pour le coup Non, parce que maintenant, non, parce que c'est devenu un secret de polichinelle. Peut-être la première ou les 2 premières années, après la sortie du premier tome, on n'avait pas réussi à m'identifier. Puis après, très rapidement, ça a été le cas. Donc, bon, ça ne me dérange pas. Je préfère intervenir au titre de Thomas Allen pour éventuellement faire émettre de la distance avec mes étudiants pour ne pas mélanger les genres, tout simplement. Alors, vous venez de lancer le morceau, voilà. lâcher le morceau. Alors, effectivement, vous êtes professeur de physique à une des universités de Marseille. Maître de conférence. Maître de conférence, voilà, dans une école centrale. Et donc vous avez écrit une saga qui s'intitule La conspiration des anges. Nous allons aujourd'hui avoir l'occasion de parler du volume 1 qui s'intitule Les contrôleurs, volume 1 et donc le tome 1. Aujourd'hui, 4 tomes sont sortis. Ça sera l'occasion pour les internautes de se tourner vers les différents tomes et d'approfondir cette saga. Alors, pourquoi déjà avoir abordé cette saga? Comment je l'ai découvert? Je l'avais reçu il y a de ça un bon moment lorsque j'étais à Radio Ici Maintenant sur mon bureau. Et des romans initiatiques, il y en a bon nombre à l'heure actuelle qui circulent. C'est pas forcément évident de faire et de réaliser des bons romans initiatiques, sauf que celui-ci a ceci de particulier qu'il synthétise tous les travaux qui, pour ma part en tout cas, depuis que je suis adolescent, m'intéressent, à savoir donc tout ce qui a trait aux origines de l'humanité. Nous passons par aussi bien la Mésopotamie au sens large du terme. Nous allons faire un petit détour en Égypte et dans tous les grands mythes fondateurs de l'humanité. Nous allons pouvoir aussi explorer aussi bien les cathares, les templiers, les francs-maçons que le domaine ovni, extraterrestre. Nous avons aussi le domaine spirituel avec aussi bien des séances de Ouija, les télécommunications avec les TCI. Nous avons aussi tout ce qui a trait au phénomène de voyage spatio-temporel. J'en passe et des meilleurs. En tout cas, si je peux mentionner devant vous, auditeurs et auditrices, ou je dirais plutôt téléspectateurs, que pourquoi est-ce que j'ai choisi ce tome, c'est en même temps parce qu'il y a à travers le plan d'un chercheur qui s'intéresse à tous ces différents sujets, eh bien il y a des points communs, il y a des passerelles à faire et qui sont extrêmement difficiles, car aujourd'hui, si vous entendez parler de nouvel ordre mondial, d'Illuminati, ou d'expériences extracorporelles ou de conscience modifiée, si vous entendez parler de franc-maçonnerie, de cathares, de templiers, bref, on pourrait penser que ce sont des sujets éparses, et pourtant qui sont intrinsèquement liés. Et pas évident de pouvoir faire des passerelles entre ces différents sujets, qui, de prime abord, n'ont pas forcément de lien. Et il s'avère que quand j'ai commencé la lecture de La conspiration des anges, le volume 1, j'ai été abasourdi. Et je ne crois pas que ce soit un euphémisme, mais ce n'est pas pour vous faire plaisir, monsieur Arnaud. Il y a cette spécificité déjà d'avoir un auteur qui écrit un roman avec une plume. Et ça, c'est pas ordinaire. Il y a vraiment une qualité narrative qui est excellente. J'ai vraiment pris plaisir à m'immerger dans ce roman où c'est à la fois une enquête policière, une enquête à différents niveaux. Mais voilà, la plume, l'auteur, l'écrivain est là, est présente, ce qui ne gâche rien quand on voit la somme d'informations qui sont fournies à travers ces romans. Et en même temps, ce qui pour moi caractérise René Arnaud, c'est le fait de pouvoir avoir
compiler autant d'informations à travers ces différents sujets, ces différents domaines. Il faut savoir que ces sujets sont très complexes à aborder parce qu'ils demandent un temps d'investigation approfondi pour démêler le vrai du faux. Car dans tous les sujets que nous allons aborder, le vrai du faux se côtoient facilement et aisément. Et séparer le bon grain de l'ivraie demande un réel travail journalistique, un réel travail d'investigation. Et pour ma part, puisque j'aborde ces sujets-là depuis mon adolescence, j'ai pu me faire mon puzzle, certes, mais René Arnaud a eu je ne sais pas si on peut parler de génie quand je vois la somme de travail, mais en tout cas de pouvoir le synthétiser, le mettre en forme à travers un roman. Vous commencez le roman, Monsieur Arnaud, en disant justement basé d'après des faits réels. La question qui se poserait de prime abord, c'est de savoir comment est-ce que vous avez pu faire pour aborder tous ces différents domaines, être ouvert à tous ces différents domaines et pouvoir retranscrire, je ne sais pas comment vous vous y êtes, si c'était des notes, des feuilles de journaux, des conférences, pour noter tous ces éléments, que ce soit les dates, les protagonistes, et puis de commencer à créer ce puzzle pour faire ce roman. Comment est-ce que vous avez fait pour synthétiser et agglomérer toutes ces informations-là ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé la rédaction de ce roman en 2003. Donc ça a été une lente maturation pour m'être intéressé au sujet depuis le milieu des années 80. Donc il fallut attendre plus de 15 ans de maturation avant de pouvoir me lancer dans l'écriture. Et puis je n'ai pas commencé à le rédiger en partant du premier chapitre de manière linéaire. Donc j'ai d'abord essayé de synthétiser les messages que je voulais communiquer au texte. Et ensuite, qui pouvaient être les protagonistes pour pouvoir diffuser ce message. Mais des protagonistes réels que je connaissais, dont je faisais implicitement partie, même sans être le héros de ce texte, d'être simplement le personnage central qui permettait d'articuler les autres personnages. Donc j'ai créé des personnages fictifs, mais qui s'appuyaient sur des personnalités réelles. Il y a aussi des personnalités réelles et des personnages réels dont j'ai évidemment anonymisé l'identité parce que les personnes concernées ne voulaient pas figurer dans un roman pour préserver un petit peu leur tranquillité. Et le scénario n'était pas encore construit alors que j'avais déjà la matière. Donc après, il fallait ensuite imaginer un scénario, une intrigue pour mettre en scène tous ces personnages. Et il m'a fallu à peu près 3-4 ans pour pouvoir collecter tous les renseignements que je pouvais avoir sur chaque personnage. Et les différents messages que j'avais donc à communiquer, eh bien, je devais aussi faire une recherche historique et bibliographique sur chaque thème. Et puis j'ai rédigé des fiches. Pour chaque personnage avait une vie propre. Donc j'ai commencé à écrire leur vie, à écrire l'environnement, et ça n'apparaît pas forcément dans le roman. Ah si. Oui. Oui, parce qu'en fait, on voyage dans le temps dans ce roman. Tantôt en 2002, en 99, oui. 2001, 2006. Bref, ça n'arrête pas de bouger. Donc effectivement, et en plus, ce qui, en tout cas pour moi, m'a interpellé, c'est à travers justement ces différentes visions dans le temps des personnages, de leur évolution, c'est comment tenir la barre pour que ça soit dans cette cohérence et ne pas se perdre dans qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, et de voir justement comment on peut construire l'intrigue à travers ces voyages temporels. Donc si, c'est très clair, pas évident du tout. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que les personnages étaient dans ma tête et dans ces fiches plus épais qu'ils ne peuvent apparaître dans le texte définitif. D'accord. Il fallait que je pense et que je ressente plus que je puisse communiquer. C'était pour moi important. Comme ça, en fait, je ne pouvais pas me retrouver avec le syndrome de la page blanche, parce que j'avais déjà beaucoup à dire et les personnages permettaient de supporter le texte. Alors c'est vrai qu'ensuite, pour pouvoir être cohérent, je me suis posé la question, et ma solution, ça a été de ne pas écrire de façon linéaire. Donc je n'ai pas écrit le chapitre 1 avant les autres chapitres, ni le chapitre 3 après le chapitre 2. Je ne les ai pas du tout écrits de manière linéaire, mais de façon complètement séparée. Et après, j'ai fait un montage. Autrement dit, j'écrivais bien souvent la fin. Par exemple, j'ai commencé par écrire le tome 1 en rédigeant le dernier chapitre du tome de la fin,
avec ce coup de théâtre. Donc je savais où je voulais aller et c'était beaucoup plus facile pour moi. Et là, j'ai retrouvé de la cohérence parce que j'étais obligé, comme le discours n'était pas linéaire, eh bien, j'avais nécessairement besoin de connaître le chapitre 3 pour pouvoir rédiger le chapitre 1, par exemple. D'accord. Voilà, donc j'ai réussi comme ça à éviter des erreurs de script. Voilà. Là, je comprends mieux la mécanique. Voilà. Alors, la conspiration des anges, alors c'est très intéressant, déjà le titre en soi, et encore plus le pseudo que vous avez utilisé. Alors, Thomas Salen, était un hermétiste du XVIe siècle. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ce pseudo ? Alors c'est un peu embêtant de vous répondre à cette question parce que finalement la réponse est dans le texte, elle est dans le roman, elle est je crois dans le tome 2, donc je peux répondre, mais c'est peut-être dommage de priver le lecteur du plaisir de comprendre la raison pour laquelle l'auteur a adopté ce pseudo. C'est comme s'il y avait brusquement une immersion finalement de la réalité extérieure dans la réalité du roman. Vous voyez, donc je trouve que c'est le fait de laisser encore un petit peu ce suspense, ça permet au lecteur de voir brusquement la réalité extérieure s'inviter, être une espèce d'intruse dans la réalité du roman. Voilà. Où brusquement, l'auteur devient à la fois juge et partie, quoi. Il devient partie prenante. Donc il y a un lien direct, effectivement, avec l'intrigue et la narration que l'on va trouver dans le tome 2. D'accord, voilà. Ok, au moins ça a le mérite d'être clair. Donc, voilà. Parce que ce qui interpelle, Dan Brown peut aller se rhabiller, c'est que justement cette intrigue mêle, comme je le disais, tous ces différents sujets, ces différents thèmes. Elle évoque un universitaire comme vous, qui habite à Marseille, qui s'appelle René Alexandre. Et donc cet homme est franc-maçon. Le roman commence sur le fait qu'il se retrouve en régression chez un psychiatre sous hypnose, et à son réveil donc le psychiatre est mort égorgé ainsi que sa secrétaire, donc ça commence comme ça. En même temps, ce qui interpelle chez cet homme et ce qui je pense donc vous caractérise, c'est qu'il est très pragmatique, il ne croit rien parce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui va chercher à approfondir, et quand bien même des fois il a les évidences devant lui, même là, il a du mal à se dire, bon, ok, je ne peux pas refuter une énième fois, vu le nombre d'indices que j'ai devant moi, et d'avoir ce qualificatif, parce que quelque part, c'est en même temps ce qui... je ne dis pas que ça lui fait peur, mais le titre de conspirationniste, comment peut-on imaginer pouvoir relier des sujets aussi divers que le phénomène OVNI, de faire des séances de Ouija avec des entités ou des esprits, que ça soit de mêler en même temps tout ce qui a trait à la cosmogonie, parce que cette cosmogonie de l'humanité à travers ces différents mythes, eh bien, est-ce que l'être humain serait apparu via un projet génétique d'une race extraterrestre, et c'est pas quelque chose qui est nouveau à la rigueur. Il y a des séries notamment américaines, la théorie des anciens astronautes ou cosmonautes, me semble-t-il, qui fait écho à cela. Donc pourquoi pas, il y a même certains pseudo-messies, Jean Raël, qui dit concrètement aussi ce genre de propos. Mais comment pouvoir, je ne sais même pas si ça a été un souhait, mais de ces différents éléments éparses, essayer, je ne sais pas si ça a été un souhait de votre part, de les mettre en lien les uns avec les autres. Ce lien m'est apparu au fil de mes réflexions depuis la fin des années 80, début des années 90. J'ai senti qu'il y avait ce fil un petit peu ténu. Car lorsque je m'intéresse à un sujet, je ne me contente pas de faire de l'investigation livresque, j'ai besoin de m'immerger dans le contexte. Donc j'ai fait des enquêtes par immersion. Donc vous avez parlé des Raéliens, donc je suis allé voir le mouvement raélien. Et sans être adepte de leur mouvement, j'ai pu les approcher de très près et j'ai pu vivre un petit peu avec eux pour savoir quelle était leur idéologie. Et quand ils ont prétendu effectivement acquérir un domaine à Jérusalem pour pouvoir recueillir les extraterrestres à leur venue, donc créer une sorte d'ambassade, et bien je suis allé voir en Israël si ce qu'ils avaient dit était vrai, s'ils avaient fait les démarches auprès à l'époque du gouvernement Begin. Donc j'y suis allé et c'était vrai. Donc je me suis aperçu qu'il y avait quand même une ligne directrice avec toutes ces sectes, parce que vous avez parlé
de Montmarélia, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a également le Mandarum qu'on a connu à Castellane. Il y a aussi les lecteurs du livre d'Urantia. Donc je me suis approché de toutes ces organisations et j'ai vu qu'ils transpiraient une thématique commune. Donc j'ai pas eu vraiment à faire un énorme effort de corrélation. Il est apparu naturellement au fil de ces différentes investigations. Et puis il s'est produit un événement majeur en 2002, puisque c'est un petit peu le début l'année à laquelle voilà, commence le volume. Exactement, hein, où cette composante spirituelle s'est révélée, et on a eu une espèce de contact très étrange avec, on va dire, une intelligence extérieure. Je ne peux pas la nommer autrement. Voilà. Très manipulatrice, mais comme je suis très rationaliste, je ne me suis pas laissé du tout emporter par le dogme que celle-ci professait. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle le René Alexandre du roman est extrêmement cartésien. C'est-à-dire que vraiment, il faut vraiment aller au bout du bout pour dire, bon, il y a une possibilité de matérialité dans ce que je suis en train de découvrir et de révéler. Donc voilà, rien n'est fait sous l'effet de convictions personnelles. Tout est absolument objectif. Voilà. Juste avant de commencer le roman, vous spécifiez basé sur des faits réels. Oui. Alors vous laissez planer un doute parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce que sont du domaine de la fiction, quels sont les événements qui seraient du domaine du réel. Vous reprenez différentes thématiques, je parlais des cathares, des templiers, etc. Et vous allez en profondeur sur ces sujets-là en revenant sur des moments historiques importants qui ont fait bifurquer l'humanité. Et c'est pas peu dire que de parler d'humanité dans une certaine direction. De même que vous faites mention à un bon nombre de reprises à travers alors je sais pas, on va y revenir, hein, de toute façon je nomme comme ça de but en blanc différents thèmes que vous abordez sur justement la cosmogonie ou les mythes fondateurs qui ont lieu en Mésopotamie. Avec justement le dieu Anu, avec ses deux enfants, ses deux frères ennemis, Enki et Enlil. Et ils ont été aussi nombreux, les ouvrages qui ont pu aborder justement ces mythes fondateurs, parce que finalement ces deux frères, on les retrouve dans le mythe d'Osiris, avec Horus qui est la réincarnation d'Enki, avec son frère Seth qui l'a tué. Et comme ça aussi, on peut aussi les trouver aussi bien en Inde qu'en Amérique du Sud ou chez les Nordiques avec Odin, Thor et puis son frère. Bref, j'aimerais aussi essayer de saisir comment vous avez pu faire ces liens. Je reviens encore sur cette question parce que de prime abord, de pouvoir essayer de créer des ponts entre les mythes fondateurs de l'humanité, les écoles de mystère, tout ce qui a trait à la spiritualité, et tout ce qui, en tout cas en Europe, a eu un impact fort, et j'entends par là les cathares, tout ce qui a trait au judéo-christianisme, avec notamment les Templiers, et puis par la suite les francs-maçons, toutes les sectes occultes, mystiques, qui ont notamment créé le nazisme. Et d'être remonté aussi loin, est-ce que pour vous ça a été via vos propres recherches, j'entends documentation, parce que vous, juste avant que je vous pose la question, vous faites part de vos expériences. Et d'ailleurs c'est comme ça que commence le livre. Alors je me permets en même temps de mettre le pied à l'étrier. Le livre commence en même temps avec René Alexandre, donc cet universitaire habitant à Marseille comme vous, qui décide d'aller répondre à une demande d'une famille habitant à Montfort, donc dans le sud de la France, et cette dernière fait des séances de Ouija. Et cette famille, donc le père, la mère, le fils, ainsi que sa petite amie, le fils sert d'intermédiaire, d'intercesseur, c'est lui qui est le médium dans l'affaire, en tout cas surtout. Et cet universitaire, René Alexandre, s'y rend, mais finalement trop. Pourquoi est-ce qu'il y va? C'est aussi parce qu'ayant eu cette femme au téléphone, elle le désarçonne un petit peu par le fait qu'elle en rit quelque part, alors que lui est très prosaïque. Il dit, bon,
encore une qui va me raconter sa vie, il va me raconter des histoires un peu New Age. Donc qu'est-ce qui le décide à accepter de se rendre dans cette famille pour assister à ces séances de Ouija? Alors voilà, à l'origine, jamais il n'aurait répondu à une telle demande. C'est tombé de façon très opportune parce qu'en fait ça s'est passé réellement comme c'est décrit dans le roman. Il faut savoir que dans les années 90, je m'intéressais exclusivement au phénomène OVNI. Voilà, on pourra y reparler. Oui, pourquoi ouais, je m'y suis intéressé, parce que j'y étais d'ailleurs farouchement opposé. Hein. J'ai viré ma cutie, pour ainsi dire. Je suis passé d'un camp à l'autre. Parce que comme je suis rationnel, je sais reconnaître les faits. Et quand les faits sont têtus, je ne vais pas m'entêter moi-même à les refuser. Donc j'ai pu changer de camp. Même si je ne suis pas encore complètement convaincu, j'oscille entre une présence extraterrestre permanente ou temporaire sur Terre, je ne suis pas encore tout à fait arrêté. Mais il y a quand même des éléments qui vont dans cette direction-là, on ne peut pas le nier. Donc je m'intéressais qu'au phénomène OVNI. Et puis, en étudiant les différentes vagues d'apparition d'OVNI, notamment dans les années 50, et en France c'était en 1954, j'ai eu l'opportunité de tomber sur des articles de journaux qui, en parallèle, et pourtant ça n'avait absolument rien à voir, parlait de phénomènes paranormaux qui avaient sévi dans le sud, notamment de la France, et je me rappelle à Nîmes notamment. Et j'ai vu comme une relation, je dis tiens, c'est curieux, il semblerait que ces phénomènes apparaissent à quelques jours d'intervalle. Donc j'ai fait des statistiques, et je me suis aperçu que les phénomènes OVNI, finalement, étaient répartis en deux populations d'observation. On pouvait les voir à 21h et à 3h du matin. C'était des pics d'observation, et ça, c'était toute latitude et toute époque confondue, voilà, en raisonnant en heure locale. Et quand j'ai fait la même chose sur les phénomènes OVNI, c'était pareil. Les phénomènes OVNI se manifestent essentiellement avec des pics à 21h et à 3h du matin. Et en général, ils précèdent un survol d'OVNI, les phénomènes paranormaux. Donc je ne pouvais pas être indifférent, donc j'ai une formation aussi statistique, je l'ai utilisée à bon escient pour pouvoir vérifier s'il y avait une corrélation. Et celle-ci était très forte. Elle était tellement forte qu'elle était davantage que ce que je pouvais faire moi au laboratoire pour des phénomènes physiques basiques qui étaient en lien. Eh bien, le lien que je considérais comme avéré avec des supports physiques conventionnels était quand même plus faible que le lien qu'il y avait entre les phénomènes OVNI et paranormaux. Quand vous dites paranormaux, vous pensez à quoi? Phénomènes de hantise, phénomènes de poltergeist, des phénomènes de possession aussi. Et par parenthèse, je peux vous dire une chose importante, c'est que à la suite de l'observation historique de Kenneth Arnold, le 24 juin 1947, qui a eu lieu près du Mont-Rainier, donc dans l'État de Washington, et pas à Washington, dans l'État de Washington, eh bien, a eu lieu un cas de possession très important dans l'État de Washington. Et ce cas de possession a donné lieu, quelques années plus tard, quelques décennies, à un film très célèbre qui est L'Exorciste, qui se passe dans la ville de Washington et non pas dans l'État. Bon, je ne vais pas rencontrer toute la problématique. Par parenthèse, il y a aussi un certain Allen qui intervient, il y a une synchronicité qui m'avait amusé. Donc cette corrélation, on la retrouve dans tous les cas de phénomènes paranormaux, que ce soit possession, phénomène de poltergeist, hantise, ou également les problèmes liés à ce qu'on appelle dans la région à la Dame Blanche. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, il y a une corrélation. Et en plus, le phénomène OVNI se passe après le phénomène paranormal. Le problème du phénomène OVNI, c'est que lorsqu'on arrive, il s'est déjà produit. C'est pas comme dans le cas d'une enquête conventionnelle, hein, où on peut supposer que le criminel revient sur le lieu de son crime. D'ailleurs, je fais une parenté entre la criminologie et l'ufologie dans mon roman, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Sauf que l'enquêteur ufologue, eh bien, il vient bien après le crime, parce que bien souvent les protagonistes n'en parlent pas, ne le déclarent pas, et il est déjà trop tard. Donc il est très difficile de prouver l'existence d'un survol, d'une observation. Sauf s'il y a des supports vidéo incontestables qui peuvent, et encore, c'est pas toujours évident. Donc il n'y avait pas de lien pour pouvoir avancer et continuer à progresser. Et brusquement, avec cette corrélation avec les phénomènes paranormaux, il devenait facile de se dire, si à un endroit donné, on a connaissance d'un phénomène paranormal, il suffit d'y aller, parce que quelques heures ou quelques jours plus tard, il va se produire un survol. Donc c'était comme un capteur
qui allait donc vous annoncer l'arrivée d'un ovni. Donc c'est extraordinaire. Donc j'ai été à l'affût de ces synchronicités, et c'est surtout à l'affût de personnes qui auraient parlé de phénomènes paranormaux survenus chez eux, ou en tout cas dans un secteur géographique bien délimité. Et là, malheureusement, pendant quelques années, j'ai été déçu de constater que si on parlait peu des ovnis lorsqu'on y était confronté, eh bien, on parlait encore moins bien des phénomènes paranormaux, parce que si les ovnis suscitent le rire, les phénomènes paranormaux suscitent la peur, un effroi très, très difficilement maîtrisable. Donc les gens n'en parlent pas. Donc c'est bien beau de pouvoir en être informé, mais si on en est informé que des mois plus tard ou des années, on est confronté à la même situation. Et puis il se trouve que pour le cas de la famille Étienne, puisque c'est donc d'elle qu'il s'agit, qui existe réellement, hein, qui a un autre nom, le village de Montfort existe, mais il a un autre nom, bien évidemment, dans le Midi de la France. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion, puisque ça vient d'arriver. C'est donc l'occasion peut-être de valider cette perspective de pouvoir assister à un survol d'OVNI après avoir eu connaissance d'un phénomène paranormal. Donc c'est pour ça que René Alexandre, donc le héros de ce roman, décide d'accepter de se rendre à une séance de Ouija. Alors voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une séance de Ouija? Ça, j'en parle aussi abondamment dans le bouquin. Oui, voilà, c'est simplement... parle pour ceux qui ne sont pas du tout familiers. Hein. Voilà, oui, c'est une séance de spiritisme, hein, mais le support n'est pas une table tournante, c'est simplement un verre retourné et qui peut se déplacer en direction de lettres qui ont été positionnées préalablement. Lettres et chiffres. Les personnes qui participent donc touchent le sommet du verre renversé avec leurs doigts, et le verre les doigts servent de support, on va dire de support d'énergie. Moi, je préfère raisonner en physique, ça ressemblerait à une force de Laplace, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est cette force de Laplace produite par les doigts, certainement avec un champ magnétique et un champ électrique donc en présence, eh bien, permet de pouvoir se diriger vers des lettres, construire des mots, et les mots construire des phrases. Voilà, tout simplement. Et pour parenthèse, l'origine du Ouija se remonte au XIXe siècle, et on utilisait à l'époque non pas des verres, mais des soucoupes de tasses à café, et on appelait ça des séances de soucoupes. C'est tout à fait amusant, comme similitude. Oui, effectivement. Voilà. D'accord. René Alexandre, donc, cet homme est en quête. Il est en quête donc par rapport au phénomène OVNI. Et c'est vrai que, en dehors des séances de Ouija, pour le coup, auquel la convie Martine, me semble-t-il. C'est ça, c'est Martine Étienne. Ouais. Martine Étienne, donc cette femme qui organise ces séances de Ouija. Quel est le regard de René Alexandre, d'une manière générale, vis-à-vis du phénomène spirit? D'abord, il est très réfractaire, hein, comme je l'ai été, très très réfractaire. Quand celui-ci est confronté évidemment à ce phénomène, sa première approche, sa première réaction, c'est de dire on est en train d'abuser de ma confiance, voilà, on est en train c'est une imposture, on est en train de me piéger. Parce que la phobie de l'ufologue, c'est de se faire piéger. Parce qu'une fois qu'il est discrédité, c'est fini. C'est-à-dire qu'il suffit de se faire piéger pour une seule petite affaire, et tout le reste tombe comme un château de cartes. Voilà. Même si le reste est construit, tant pis. L'exemple type, c'est l'affaire Roswell, c'est même plus la peine. Il a suffi d'un petit élément, qui en plus d'ailleurs est très contestable, on pourrait en rediscuter, pour qu'il est vain de vouloir défendre l'affaire Roswell, parce que un petit élément de rien du tout va finalement détruire la totalité des investigations pertinentes qui pouvaient jusqu'à présent le supporter. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc il faut être certain, parce que si on apprend qu'on a été piégé pour une affaire de spiritisme, eh bien on pourra toujours suspecter d'avoir été piégé dans des affaires précédentes, et puis pour celles à venir également. Voilà. Donc il était très très réceptif, il n'a jamais cru un seul instant au déplacement du verre, mais pensait à des simulations. En même temps, au-delà de l'aspect des séances spirites, la conception de René Alexandre sur
la continuité de l'esprit après ce qu'on appelle la mort, son regard de est-ce que la réincarnation existe ou pas, sa vision, on va dire, de l'existence ou la préexistence de l'âme. Sa vision initiale, elle est extrêmement pragmatique puisqu'il a une formation universitaire. Donc pour lui, la vie est le résultat de processus biochimiques. Quand ces processus sont interrompus, la vie ne peut plus se poursuivre. Donc l'au-delà était simplement un fantasme de siècles passés. Et malheureusement, pour lui, la vie s'arrête avec la mort et l'existence ne se poursuit pas au-delà. Donc il est persuadé d'être confronté pendant très longtemps à une mystification. Et en même temps, comme vous dites, comme vous avez pu vous-même le constater, les fameuses manifestations spirites sont en corrélation avec les manifestations ovni. Absolument. Donc, je dirais que c'est un premier pied à l'étrier. Si effectivement René Alexandre considère que les séances spirites ou la vie après la mort n'existent pas et que tout ça sont des fadaises, dans ce cas-là, il a quand même noté qu'il y avait ces corrélations des deux manifestations. Et donc il y va, il répond oui à cette proposition de Martine Etienne pour valider ou invalider, mais quand bien même il voit ces manifestations et il y a ces communications, ce n'est pas pour autant qu'il les considère comme étant vraies. C'est où se trouve la table, qui tire les ficelles. C'est un peu ça, que personne ne bouge. Illusionniste. Voilà, que personne, voilà, exactement. Personne ne sort de la cuisine tant que je n'ai pas trouvé le cuistot qui m'a préparé ce repas tout à fait évocateur. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Il subit son initiation. Quelque part, c'est un parcours initiatique. Oui, voilà. Oui, clairement. Voilà, voilà. Et parce que ces séances se sont faites en plusieurs étapes. Il y avait d'abord l'étape pédagogique. Alors qu'il faut faire en sorte que les différents protagonistes puissent se familiariser avec un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, eh bien, il est différent de celui qu'ils avaient, à savoir que derrière la matière, il pouvait y avoir quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une forme d'intelligence sans support matériel. Ça, c'était très difficile à admettre pour René Alexandre et pour beaucoup de physiciens. Et d'ailleurs, maintenant, les choses changent un petit peu dans le monde scientifique. Par parenthèse, on s'aperçoit que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne mesure pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. On s'aperçoit notamment que le néant ne veut pas dire absence de matière et d'énergie. Il peut y avoir des apparitions spontanées de matière et d'énergie alors que préalablement il n'y avait rien. Ça, bon, c'est un fait observationnel, on ne peut pas le nier. Donc il s'aperçoit, donc c'est la partie pédagogique, eh bien il peut exister autre chose que la matière. Voilà. Et que la matière finalement c'est qu'un support. Alors après cet aspect pédagogique, il y a l'aspect ensuite fonctionnel. C'est-à-dire on a un outil qui permet de communiquer avec quelque chose qui dit ne pas être matériel, mais qui, pour pouvoir communiquer, a besoin d'un support matériel, c'est le Ouija. Et en plus, c'est très pratique parce que il y a une intimité dans la communication. Si ça avait été un autre média, on aurait pu l'enregistrer, le démontrer de façon incontestable. Et là, la communication, elle se serait établie non seulement entre les différents protagonistes, mais avec ceux aussi qui ont adhéré à ce témoignage parce qu'il est supporté par des preuves. Là, il n'y a pas de preuves parce qu'une séance de Ouija, même si vous la filmez, on pourra toujours suspecter que ce sont les protagonistes qui ont, d'un commun accord, fait bouger le verre pour construire une séance. Donc, c'est extrêmement sécurisé. On peut donc se réunir n'importe où. Un verre et à la limite, quelques jetons de Scrabble suffisent pour pouvoir envisager une séance comme ça de façon inopinée. Et c'est parfaitement sécurisé parce que seuls ceux qui y participent sauront que l'expérimentation était authentique. Donc on a eu cette phase, la phase pédagogique et la phase donc d'apprentissage de l'outil. Et après, la dernière phase, à quoi sert l'outil ? Quel est l'objectif de la communication, de l'interaction? Parce que c'est une interaction entre deux intelligences. La nôtre, enfin, celle des protagonistes, des participants dans le bouquin, et puis cette autre intelligence extérieure, qui est corrélée, on le verra, donc,
peut-être vous voulez que je vous donne la réponse. J'appelle ça les voyageurs au tout début, mais très rapidement, on sait qui sont ces personnages qui sont nommés les contrôleurs. Voilà. Donc on a très rapidement la réponse à cette question, je crois, en courant du tome 1. C'est pas dans le tome 2. Oui, tout à fait. Il me semble. Voilà. Oui, je confirme. Alors effectivement, mais juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, il y a différents éléments. Par exemple, René Alexandre, à un moment donné, dit faire un rêve où il se voit en tant que naufragé à 3 heures du matin. Il voit de la lumière et des sons qui viennent ou qui viendraient de son salon, de la télé. Et à l'écran, on le prévient de l'arrivée imminente de visiteurs alors que sa fille dort. Oui. Il se sent en danger et c'est comme ça que commence un peu son récit ou l'histoire. Il écrit par mail à un ami qui s'appelle Gérard Bénichou. Oui. Il écrit un mail en disant voilà, peut-être que ma ville est en danger et je t'écris maintenant. Alors c'est un frère puisque les deux donc font partie de la franc-maçonnerie, comme vous d'ailleurs, ou en tout cas vous y avez été émergé. Vous nous en direz plus durant cette émission. Et il envoie donc ce mail avec un dossier de façon à ce que son ami Gérard puisse avoir conscience de ce que lui-même a découvert. Et d'ailleurs, ce fameux Gérard Bénichou a découvert au préalable un mail signé d'un humite, ou à moins que c'est René Alexandre? Non, c'est René Alexandre qui a reçu ce mail, qui avait une communication avec deux personnages dont le principal s'appelle Azouange. Je pense que c'est à ce personnage dont vous faites allusion, et Xoudou 9. Voilà. Alors des fois, j'ai un petit doute sur l'intervention des personnages dans le tome 1 et le tome 2 parce que, je vous l'explique tout de suite. Mais vous l'avez dit en même temps. Parce que voilà, il y avait, en fait, c'est parce qu'en réalité, tome 1 et tome 2 ne devaient constituer qu'un seul volume, un seul roman, mais il était beaucoup trop volumineux pour pouvoir donc être finalement produit de façon simple. Et de ce fait, il a fallu que je trouve une césure pour séparer les deux tomes. C'est pour ça que dans mon esprit, tome 1 et tome 2, c'est une seule et même entité littéraire. Alors, voilà. je montre le livre. Sachez donc qu'il fait 430 pages, voilà, qu'il y a 4 tomes et qui sont tous aussi épais. Ça se mange, si je puis dire comme ça, en l'espace de quelques jours. Ça dépend de votre appétit et ça dépend de votre ouverture. Voilà, on peut le dire ça aussi comme ça. Il faut être honnête, parce que si on respecte les standards littéraires, il fait 430 pages, parce que je ne pouvais pas me permettre. Voilà, malheureusement, il n'est pas assez aéré comme je le voudrais. Les marges ont été optimisées et réduites. La taille des caractères, on a diminué un tout petit peu. On est passé du standard 12 à 11, ce qui fait que le texte original aurait dû, avec les standards classiques, avoir pratiquement pas loin d'un millier de pages. Donc la conspiration des anges, volume 1, les contrôleurs, c'est le tome 1. Signé de la plume de Thomas Allen, Allen A2LEN, et c'est aux éditions Percé. Alors, il y a bon nombre d'informations que j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. C'est déjà d'une part comment Martine Alexandre a connaissance de justement René Alexandre. Martine Etienne. Merci. Martine Etienne a connaissance de René Alexandre. Pourquoi l'appelle-t-elle lui et pas quelqu'un d'autre? Pour une raison bien simple, c'est que ces deux personnages ont un ami commun, qui est un médecin, qui exerce à Montfort et qui était devenu un ami personnel. Parce qu'il faut savoir que dans les phénomènes ovni et les phénomènes paranormaux, les gens qui subissent, parce qu'ils subissent réellement l'expérience, on les appelle aussi des expérienceurs, c'est pas toujours très positif. Il faut voir que le vécu des personnes est très traumatisant. Parce que les observations d'OVNI, elles ne laissent pas indifférent. Quand on lit ça sur un article de journal, ça peut amuser, mais quand on le vit, il y a une interaction avec le phénomène, et il y a une espèce d'état modifié de conscience qui fait que l'observateur en est affecté. Il y a une altération. D'accord ? C'est très physique. C'est comme s'il y avait un transfert d'énergie. Cette énergie, elle se transforme dans l'individu. Elle l'altère. D'accord ? C'est un choc, pour les physiciens, on dirait que c'est un choc inélastique. Voilà. Les gens ont du mal à l'exprimer. Et que font-ils ? Eh bien, en général, lorsqu'ils sont dans l'intimité discrète d'un cabinet médical, eh bien, ils en parlent à leur médecin.
C'est-à-dire que le médecin joue quelquefois le rôle du prêtre pour les athées, ou en tout cas dans nos sociétés où la spiritualité religieuse a un peu disparu, le médecin recueillait justement ces confidences, ces témoignages un petit peu marginaux. Et donc cet ami savait quel était mon intérêt, et il recevait évidemment quantité de confidences, de témoignages de personnes plus ou moins variées, jusqu'à ce que ce soit une amie personnelle qui lui en parle. Et il lui a dit, je connais justement quelqu'un qui s'intéresse à ces phénomènes. En plus, il est universitaire comme toi, parce que cette personne appartient à l'éducation nationale. Elle n'est peut-être pas dans l'enseignement supérieur, je ne vais pas non plus trop révéler son identité. Donc, il a mis un peu en confiance. De cette façon, là, elle a tout simplement contacté René Alexandre sous les conseils de son ami médecin. Alors, je reviens sur ce qui finalement lance le récit, donc à savoir que René Alexandre se sent en danger et il écrit ce mail avec ce document à son ami pour lui expliquer au cas où, si jamais il ne le revoit pas, qu'il s'occupe de sa fille et puis qu'il puisse connaître un petit peu là où il en était avant une potentielle disparition. Déjà, le fait qu'il se rêve en tant que naufragé, alors de nombreuses fois, René Alexandre a l'occasion de voir ou d'avoir des expériences, des visions de ce qui a pu être ou de ce qu'ont pu être d'autres vies passées. C'est pour ça qu'on fait référence aussi à Thomas Allen. Est-ce que là aussi ça a été votre cas de pouvoir, vous qui ne croyez pas peut-être dans la réincarnation à la base, d'avoir petit à petit à voir ces mémoires qui remontent, qui ressurgissent? Est-ce que c'est via ces séances de Ouija? Est-ce que c'est via des rêves aussi? Ça m'est arrivé effectivement, donc des rêves un peu récurrents, des expériences qui sont un petit peu troublantes, où j'ai rencontré des gens qui avaient vécu un petit peu les mêmes rêves que moi et qui étaient inclus un petit peu dans ces pseudo-réincarnations auxquelles je ne croyais pas du tout. Et puis j'ai fait quand même la démarche, comme je vous dis, René Alexandre est très rationnel, donc il a subi, il est allé faire des séances de régression hypnotique pour voir s'il pouvait effectivement se raccrocher à des souvenirs antérieurs à sa naissance. Et c'était le cas? Et ça avait été le cas, ça a été le cas. Donc maintenant, est-ce que ce sont des vrais faux souvenirs? On peut toujours en discuter. C'est-à-dire que vous avez, après ces séances, eu l'occasion de chercher l'existence de ces personnages? Encore faut-il que durant la séance d'hypnose, de régression, que vous puissiez savoir votre nom et votre prénom au moment où vous vivez, et savoir si le personnage en question a existé, s'il a eu un impact historique, parce que tout le monde n'a pas un impact historique à travers ces régressions. Faut que Internet puisse nous renseigner là-dessus. Bien sûr. En tout cas, ce que vous me dites, moi, tout de suite m'évoque les travaux de Dolores Cannon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Dolores Cannon est une grand-mère maintenant, me semble-t-il. Je crois qu'elle est encore en vie. Elle doit avoir plus de 70 ou 80 ans. Elle a travaillé pour le gouvernement américain à la base en tant que médecin. Et elle avait eu une formation comme hypnothérapeute. Et par rapport à certaines personnes, je ne sais plus sur quelle base elle travaillait, qui avaient eu des chocs, notamment post-traumatiques, suite à des guerres, d'aller sur le terrain, etc. Elle a eu l'occasion d'accompagner différentes personnes comme ça. Et en fait, elle a mis ces différents clients, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, patients, dans un état d'hypnose très profond. Et en fait, il s'est avéré qu'à plus ou moins à chaque fois, elle rentrait avec ce qui pourrait être une âme groupe, ou l'âme, ou Dieu, ou une conscience collective. Et que cette dernière, à travers différents patients, revenait sans arrêt et a répondu à Dolores Cannon sur toutes les questions d'ordre, pourrait-on dire, sur le pourquoi de l'incarnation sur Terre, qu'est-ce qu'il y a dans les autres plans et comment cela fonctionne, la loi de causalité, le voyage dans le temps, etc., etc. Elle a écrit une vingtaine d'ouvrages, aucun traduit en français.
Et donc voilà, donc c'est aussi une référence pour elle, parce qu'elle a abordé des milliers et des milliers de personnes sous hypnose profonde, et elle a donc perfectionné l'hypnose qu'elle avait reçue à la base pour pouvoir connecter ces autres parts inconscientes de nous-mêmes qui se voyagent dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions et dans d'autres temps. Donc voilà, ce que vous me dites en tout cas fait référence pour moi aux travaux de Dolores Cannon, qui est très pragmatique là aussi, puisque scientifique à la base. J'aimerais donc aussi revenir sur la fameuse lettre, ou mail plutôt, signé d'un humite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Humo, alors c'est un vaste sujet, et c'est un petit peu en même temps la colonne vertébrale de la conspiration des anges, tout volume confondu. On va y rentrer un peu plus en détail, mais pour que les internautes sachent de quoi on parle, juste les premières lignes. Oh là. C'est une affaire complexe, d'ailleurs que je développe à travers tous ces tomes. 2 ou 3, je crois. Et dans le tome 2, je pars de la Genèse. Comme ça, au moins, les gens pourront savoir comment cela s'est passé à l'origine, pourquoi on en parle si peu, et avec suffisamment de références pour que chaque lecteur puisse faire sa propre démarche et se faire son propre avis à partir de ce qui existe dans la littérature. Alors il faut savoir que cette affaire elle démarre en Espagne au milieu des années 60, quand brusquement certains ufologues, puis des personnes ne s'intéressant pas nécessairement à l'ufologie, reçoivent des lettres de personnages se prétendant d'origine extraterrestre, venant d'une planète qu'ils appellent Humo, dont leur soleil serait Yuma, et qui se situerait dans la constellation de la Vierge, à proximité dans le secteur de Wolf 424. Alors, ce n'est pas forcément Wolf 424, mais c'est en tout cas dans le secteur. Donc, ces lettres arrivent, et dans ces lettres, il en est une qui est très importante, qui a été référencée la D57, et qui explique l'origine de leur venue sur Terre. Alors cette origine, elle n'est pas compliquée, elle remonte, et c'est un peu long, hein, non, je suis désolé. On a le temps, ça tombe bien. Voilà, ça remonte en 1934, enfin dans les années 30, où on faisait des tests donc, de télécommunication avec de radio à fréquence courte pour pouvoir donc profiter de l'ionosphère afin de ricocher donc, les trains d'ondes pour communiquer avec l'autre hémisphère. À cause de la rotondité de la Terre, c'est pas évident. Donc, lors de ces essais, il apparaîtrait qu'un cargo norvégien, voilà, qui mouillait dans l'Atlantique Nord, travaillait avec l'Institut de Bergen en Norvège. Et à l'occasion d'une de ces télétransmissions, un petit train de photons aurait réussi à traverser l'ionosphère pour pouvoir se perdre dans l'univers. Et il se trouve que la nuit en question, je crois que c'est la nuit du 5 au 6 ou du 6 au 7 février 1934, c'est une nuit où la couverture solaire est tellement faible que ce type de fuite aurait pu effectivement réellement se produire. Comme quoi ça a été bien construit. Et il se trouve qu'à l'horizon se trouvait la constellation de la Vierge, et on va dire un peu plus de 14 ans plus tard, ce faisceau de photons est recueilli par une intelligence extraterrestre vivant sur cette fameuse planète Humo. Il aurait décodé le signal. Alors il y a eu une erreur analytique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qui était certain, s'il n'avait pas correctement compris le contenu du message, il savait qu'il n'était pas aléatoire, mais intelligent. Donc ils ont identifié la source, ils ont envoyé une sonde pour savoir qui en était l'instigateur, ils ont réussi à identifier la Terre, après avoir investigué tout le système solaire, et puis ont décidé de missionner cette fois-ci des expéditionnaires, donc tout un équipage, donc faire une mission habitée en 1950 sur Terre. Et ils expliquent qu'ils sont arrivés donc à proximité de la Javie, dans les Basses Alpes à l'époque, qui sont devenues les Alpes de Haute-Provence. Ils auraient donc atterri à proximité du massif, le pic du Cheval Blanc, et ils auraient commencé à s'intéresser à notre civilisation. Et puis, comme ils n'étaient pas très discrets et que les Basalpins ne sont pas des gens très faciles à approcher et puis à intégrer, eh bien, ils ont orienté leur nouveau refuge en Espagne.
où ils ont trouvé que les gens étaient plus tolérants. Et puis il y avait d'autres raisons. Alors plus tolérants pourquoi? Parce que des personnages excentriques n'étaient pas de suite regardés comme des extraterrestres, c'est le cas de le dire, mais comme des gens qui avaient une autre culture. Alors il faut savoir aussi, on peut donner cette parenthèse-là, Oui. c'est qu'ils ont un aspect grand, C'est ce blond, que j'allais dire, yeux voilà. bleus. Phénotype norvégien. Donc, si un Espagnol voit quelqu'un avec le phénotype norvégien se comporter avec quelques excentricités, ben, dire voilà, c'est comme ça qu'on se comporte en Norvège, et puis point barre. Voilà. Alors qu'en France, enfin en tout cas à l'époque dans les Basses-Alpes, c'était pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc ces humites, Oui, humides, on peut les appeler comme ça. donc ont eu l'occasion, comme vous le mentionniez, d'envoyer différentes lettres à des ufologues, mais pas seulement des ufologues, je crois aussi des humains. Il y a eu des médecins, des journalistes, des historiens, et puis, mais en général des personnes qui avaient une certaine culture intellectuelle. Voilà. Alors on en peut, général. c'est un élément important, on peut préciser sur combien de lettres ont été envoyées, sur combien d'années? Alors les premières lettres, je vous dis, c'est milieu des années 60, et il en arrive encore aujourd'hui. Ah ouais? Voilà. Aujourd'hui encore, il y a des lettres, mais ils ont changé de média. Ils se sont un petit peu adaptés. Il y a eu des lettres par le canal postal, puis il y a eu des courriels, il y a eu des enregistrements audio aussi, il y a eu des fax, et maintenant, ils sont sur Twitter. Donc il y a des échanges par tweet. Et tout ceci demande encore à être investigué. On n'est pas certain de l'authenticité quand même. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a toujours des doutes. Voilà, on a toujours des doutes. En tout cas, ça y ressemble. Ça a la couleur, mais est-ce que c'est de l'alcool? Je ne sais pas. Voilà. Donc l'aventure continue encore de nos jours en 2016. Je pensais qu'ils étaient partis, donc Non. c'est intéressant. Non, Alors combien de lettres à l'époque, avant qu'Internet puisse être présent? Alors, je crois qu'il y a 16 000 feuillets, je crois, mais c'est qu'une petite partie parce que d'après leur contenu, il y a d'autres pays concernés. Il y en aurait beaucoup aussi en Union soviétique, enfin à l'époque en Union soviétique, donc maintenant en Russie, qui communiquent très peu avec l'Occident, donc on ne sait pas vraiment ce qu'elles contiennent, et il y en aurait aussi beaucoup au Japon. Alors je sais, au Japon, lorsque j'ai eu ce correspondant Azu 11, parce que j'ai fait partie des destinataires pendant quelques années, de 2002 jusqu'en 2006. Donc pendant 4 ans, je recevais régulièrement des mails, donc des courriels, mais aussi des lettres par le canal habituel de la Poste. Voilà. Et ce correspondant étant Azu 11, je me suis un petit peu renseigné, et à l'époque, maintenant je crois que je ne l'ai pas retrouvé, j'ai trouvé trace de cet Azu 11 au Japon. Donc il y aurait des personnes qui recevraient aussi des lettres de cet Azu 11 au Japon, mais comme je ne parle pas le japonais, en tout cas leur idéogramme m'étant peu familier, leur kanji, j'ai du mal à savoir ce que pouvaient contenir ces lettres. En tout cas, donc, ils sont en même temps donc des milliers, comme vous dites, de dizaines de milliers de feuillets. À travers ces derniers, ils font part aussi bien de la vision qu'ils ont du monde, de leur spiritualité, de comment ils vivent sur leur planète, comment cette dernière est composée, comment ils vivent d'un point de vue social, leur culture. Ils font aussi part de certains aspects aussi bien mécaniques, techniques, bio-ingénierie, enfin tout y passe dans tous les domaines. Et donc, comme vous le disiez, Monsieur Arnaud, cela a été soumis à des personnes avec une certaine culture qui puissent s'en débattre. Et une des caractéristiques de ces lettres, pendant de nombreuses années, ça a été surtout ne croire à rien de ce qu'on vous dit, voyez, testez, essayez de voir si vous pouvez vous-même essayer de valider, vérifier cette information, et puis tenez-en vos propres conclusions. Voilà, et il faut quand même soulever qu'il peut apparaître quelques incohérences. En général, elles sont finalement remises en question au bout de quelques mois, quelques années. Alors, si on trouve des contradictions dans l'affaire Humeau, ces contradictions sont levées avec l'apparition d'éléments nouveaux qui surviennent quelques mois, voire quelques années plus tard. Sauf pour le moment, on est sur le cas d'une contradiction qu'on a trouvée sur une lettre humide et qu'on n'arrive pas encore à lever. Cette lettre, justement, elle décrit leur première mission terrestre qui n'était pas habitée, en précisant qu'ils avaient exploré
le système solaire, donc en janvier, ils étaient arrivés en janvier 1949. Mais si on tient compte de la manière dont le signal s'est propagé chez eux, donc il a mis un peu plus de 14 ans. Ensuite, le temps qu'ils ont pris pour le décoder, parce que tout ça est décrit dans leurs lettres. Et pour venir sur Terre, ils expliquent leur technologie. Il y a des conditions, on va dire, en gros, météo-cosmiques. C'est un petit peu la même chose que chez nous pour des voyages beaucoup plus conventionnels. Donc, ils doivent respecter des conditions météo-cosmiques pour pouvoir favoriser ce qu'on appelle l'utilisation de plissements extra-cosmologiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances de topologie pour savoir que si on a un univers donc à 3 dimensions immergé dans un univers à 4 dimensions, eh bien celui-ci peut se tordre sans que la personne qui vit dans l'univers à 3 dimensions s'en aperçoive. Mais si on a la technologie adaptée, on va pouvoir utiliser cette 4e dimension pour pouvoir aller plus vite et passer donc par une autre géodésique. Et tout ça, aujourd'hui, et c'est plus de la science-fiction, c'est parfaitement admis, on sera confronté un jour ou l'autre à cette problématique. Donc si on tient compte de tout ça, de tout ce qu'ils disent dans leurs lettres, ils ne pouvaient pas arriver en janvier 1949, mais ils n'auraient pu se présenter sur Terre dans les meilleures conditions qu'en mars-avril 1949. Donc il y a 3-4 mois de différence qu'on ne peut pas s'expliquer. Donc il y a une petite boulette. Alors, je ne sais pas si elle est volontaire, si elle va être levée, parce qu'on en a trouvé d'autres, mais je vous dis, quelques années après, on a trouvé l'explication. Peut-être trouvera-t-on l'explication. En tout cas, pour un néophyte comme moi, qui a eu l'occasion d'aborder ça à l'antenne de radio ici maintenant avec justement Jean-Pierre Petit, merci beaucoup pour ce rappel. Jean-Pierre Petit, donc ancien ingénieur au CNRS, avec Jean-Paul Lyon, que nous avions par téléphone, qui faisait écho bien entendu au traducteur des hiéroglyphes, Jean-Paul Lyon, ce dernier ayant réussi à mettre une certaine forme de langage, de traduction du langage humite. Ça a été un dossier qui a préoccupé la sphère ufologique et scientifique. Il y a eu un site internet avec vraiment des spécialistes qui se tournaient, qui lisaient les pages et qui essayaient de voir si les informations données pouvaient être vérifiées, validées, etc. Ça a été un travail gigantesque. Les sommes de données qui sont au sein de ces lettres sont incommensurables. Et le plus étonnant, parce qu'à on pourrait se dire, bon, canular, et pourquoi pas le prendre comme ça, et c'est peut-être pas plus mal, mais c'est que ces lettres se sont étalées sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ah oui. Ça fait maintenant 50 ans que ça dure. Et pourtant, je pensais que ça s'était arrêté. Non, ça ne s'est pas arrêté. Je peux vous garantir que ça ne s'est pas arrêté, pas du tout. Pas du tout. Au moment où je vous parle, il y a encore des contacts. Alors, j'en ai été un petit peu écarté parce que je me suis montré très sceptique. Ils avaient fini par me donner un surnom, ils m'avaient appelé 0307, c'est en fait le 3 juillet, c'est pas du tout un code des services secrets britanniques, voilà, c'est pas le MI6, non, ni le 5 d'ailleurs, c'est simplement le 3 juillet, et le 3 juillet c'est la Saint-Thomas. Donc le Thomas revenait encore sur la table, et parce que j'ai trouvé des contradictions, et mon approche très sceptique avait dû un petit peu les contrarier. Donc j'étais plus devenu le candidat idéal. Donc ils sont passés à autre chose, et je m'en suis aperçu parce que j'ai collaboré encore avec d'autres personnes, je ne veux pas dire leur nom à l'antenne, mais ces personnes qui avaient une démarche rigoureuse et scientifique sont en train de virer peu à peu vers une forme de mysticisme. Cette intelligence humite, elle n'est pas si innocente et puis si anodine et si inopérante que cela sur l'équilibre mental des récepteurs. Les contactés, les contactés sont affectés, voilà. C'est pas si inoffensif que cela. Alors on y reviendra parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est vraiment la colonne vertébrale de toute cette aventure. Alors vous entamez en même temps le livre, vous faites référence au général Corso et de son livre sur l'affaire Roswell, The Day After Roswell. Oui. Pourquoi est-ce que vous venez, puisqu'on a abordé en même temps Roswell très rapidement, moi que c'était en antenne, finalement je ne sais plus tellement de choses se disent, pourquoi avoir décidé de parler de Roswell, sachant que c'est juste un petit aperçu, vous revenez dans un des tomes, je ne sais plus si c'est le deuxième, le troisième, et en profondeur, vous y allez. Oui.
Mais donc là, vous faites un petit clin d'œil justement par rapport à l'affaire Roswell. Pourquoi est-ce qu'il est important, en tout cas dans ce début d'ouvrage, à mentionner cette affaire? Pour moi, c'est fondateur. Je vais y revenir, mais j'y reviens quand même à plusieurs reprises. Dans le tome 1, dans le tome 2, je détaille, je donne plusieurs regards sur cette affaire, parce que c'est quand même, pour moi, c'était aussi un élément fondateur. Je me suis intéressé à l'affaire OVNI d'une manière générale grâce à l'affaire Roswell qui a ressurgi en France dans les années 80. Donc, quand on m'avait demandé à l'époque de m'intéresser au dossier OVNI, c'était simplement pour un petit peu le démystifier et le démythifier, parce que c'était devenu un mythe. Je pensais m'en débarrasser très rapidement. Et puis, je tombe sur cette affaire Roswell que les médias commencent un petit peu à diffuser dans le grand public. Je ne sais pas si c'était William Cooper ou si c'était un ufologue américain, Stanton, il y a un ufologue américain de l'université de Californie, je crois que c'est Stanton Forman, un nom comme ça, enfin, le nom m'échappe. En tout cas, il avait relancé l'affaire. Et les médias occidentaux, puis européens en particulier, s'en étaient emparés et on avait des émissions à rallonge à la télé. Et je me suis dit, tiens, si cette affaire est réelle, si vraiment un ovni s'est crashé en 1947, donc près de Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis, ça n'a pas pu être sans conséquence. Alors, la conséquence, pour moi, elle était simple. Je raisonne en tant que scientifique. Si vraiment il y a un objet qui tombe d'une autre planète, ou en cas d'une technologie inconnue, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'exploiter le matériel récupéré pour faire du rétro-engineering. Forcément que juste après, il doit y avoir dans la société industrielle du matériel qui va essayer de mimer le comportement de composants ou d'artefacts qu'on a pu récupérer dans cette épave. Donc j'ai commencé à faire une étude, parce que c'est forcément bourré d'électronique, je me suis intéressé à faire une étude d'électronique comparée. Et je me suis aperçu qu'effectivement, en 1948 était apparu le premier article sur les transistors, et qui était donc rédigé par le couple Brattain-Shockley qui travaillait pour la Bell Industries. Et il se trouve que par hasard, ils avaient un contrat avec la base, le 509e groupe aéroporté de Roswell, parce que c'est la seule base atomique où vous avez des bombardiers qui avaient la bombe atomique. Il faut quand même se resituer dans le contexte. On est en 1947. Donc, le premier article sur les transistors, c'est 1948. Là, j'ai dit, tiens, c'est une corrélation. En plus, c'est la même équipe qui était en relation avec Roswell. Et en faisant cette étude comparative, je m'aperçois qu'à l'époque, on n'était pas du tout dans le domaine de l'électronique avec semi-conducteurs dopés, mais c'était la technologie du vide. Il y avait un fossé donc entre ce que l'on pouvait imaginer du devenir de l'électronique du début des années 40 et de celle de la fin des années 40. Donc le transistor apparaît comme ça, et le titre de l'article était évocateur, c'est l'effet du hasard. C'est-à-dire qu'on dit officiellement que ces chercheurs ont trouvé l'effet transistor par hasard. Et ça, c'est tout bonnement impossible. Voilà. Quand on sait comment on fabrique un semi-conducteur dopé, il faut un ppm, à l'époque ça devait être de l'antimoine dans du germanium, parce que ce n'était pas encore le silicium. Il faut vraiment des conditions très, très particulières. Alors, regardez, maintenant un reportage sur l'électronique moderne, il faut être évidemment en scaphandre, un milieu complètement, un milieu aseptisé, avec une atmosphère réduite. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre poussière. Donc ça ne peut pas être comme la pénicilline de Fleming, où on a trouvé un petit peu de pénicilline sur un morceau, je crois que c'était du melon, un morceau de fruit, sur le rebord d'une fenêtre. C'est pas possible. Voilà. On n'a pas pu faire, comme dans un film que j'avais vu avec Jean Lefebvre, quand on est gamin, avec un petit peu de cendre sur sa cigarette, il fabrique un objet extraordinaire. Donc ça, par contre, c'est pas possible. Donc je me suis dit, là, il y a un souci. Donc j'ai cherché à approfondir l'affaire Roswell, parce que, effectivement, pour moi, il y avait un transfert de technologie. Et puis en 1997, sort aux États-Unis, pour le 50e anniversaire de Roswell,
Corso sort The Death of Roswell. Et lui, il est la preuve que je ne connaissais pas. J'ai eu un rapport avec ce colonel. Et lui, il dit qu'il a vécu il était à Roswell, il était dans la base et il a assisté à ce transfert. Il était un simple soldat à l'époque et il a assisté. Donc il confirmait tout ce que je soupçonnais pendant près de 10 ans, quoi. Alors justement, voilà. Ce que souhaite René Alexandre à travers justement l'affaire de Roswell, c'est que il décide d'aller voir le recteur de l'université où il travaille et puis de lui proposer de créer une cellule pour justement aborder le phénomène OVNI. C'est pas le recteur, c'était le directeur de l'école dans laquelle il exerçait son métier. De façon, alors, en lien et main dans la main, si je puis dire, avec justement l'ERG, le ministère de l'Intérieur, de la Défense. Voilà, chose qui se fait parce qu'à l'heure actuelle, quand il y a une manifestation OVNI, la gendarmerie est là, un protocole à suivre. Enfin, c'est très en lien, hein, il n'y a rien de caché. D'ailleurs, le rapport Cometa a été fait, est sorti. Enfin, voilà, il y a quand même en France une certaine ouverture par rapport à ce domaine-là. C'est reconnu de plus en plus, j'allais dire, d'ouverture, et on arrête quand même d'en rire au vu des manifestations et d'Internet qui diffusent à travers tous les pays du monde différentes apparitions, même si effectivement tout ce qui est vu n'est pas forcément vrai. C'est vrai que les nouvelles technologies font aussi pas mal de choses dans le domaine d'une réalité créée de toutes pièces, hein, tout simplement. Quoi qu'il en soit, donc René Alexandre décide d'aller voir le directeur de cette université pour lui proposer ce genre de partenariat, chose que vous avez faite vous-même. Je l'ai faite réellement, je l'ai fait réellement et j'ai été me renseigner auprès, enfin j'avais des amis dans le domaine de la criminologie, ce qui n'avait absolument rien à voir avec l'ufologie, sauf que je trouvais des parentés dans la méthode, donc ces amis avaient un parcours professionnel qui m'intéressait, et quand je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui disparaissaient vraiment, j'ai voulu voir si je pouvais me rapprocher de collègues fonctionnaires dont le métier était la sécurité des biens et des personnes. Voilà. Donc il m'a mis en rapport avec des personnes des renseignements généraux, et pendant quelques années, j'ai effectivement essayé de créer une passerelle entre l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Je dois vous dire que j'ai été quand même un petit peu manipulé, j'ai été naïf. Aujourd'hui je le serai beaucoup moins avec la DGSI. Et vous avez parlé du rapport Cometa, alors je vais vous faire une confidence, alors c'est peut-être un scoop, j'en sais rien, vous pourrez me croire ou pas, mais je vous dis la vérité. Quand j'ai collaboré un petit peu avec eux, il y a eu pas mal d'incidents et on m'avait demandé de faire des rapports justement pouvant permettre la mise en place d'un plan, comme le plan SATER, quand il faut évacuer des épaves crachées, mais de faire la même chose pour une épave extraterrestre. Vous voyez, ça fait bizarre quand un fonctionnaire de l'administration vous fait cette proposition, et puis de rédiger pour les autorités en place un projet qui permettrait de sensibiliser le gouvernement et les pouvoirs politiques pour créer une cellule qui pouvait éventuellement à la fois m'intéresser et puis être simplement ouverte au public et non pas fermée, parce que dans le domaine officieux, on en parle facilement. Je ne veux pas rentrer, c'est un fait des digressions. Je parle d'un Théodore Allegria, il a existé, je sais qu'il s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Donc, un aviateur, hein, c'est ça, hein. C'était... pardon ? Il n'était pas aviateur Non, Allegria, non. C'était un militaire, mais il n'était pas aviateur, il travaillait à la DST. Voilà. Et lui, il faisait écran de fumée, il essayait un petit peu de faire en sorte que les témoignages trop pertinents sur les ovnis passent à la trappe. C'était un petit peu sa fonction. Bon, j'ai pu rentrer en contact. Mais ça, voilà, je referme vite la parenthèse pour revenir à ce projet de pouvoir créer une structure, cette fois-ci officielle, mais il fallait pour cela sensibiliser les pouvoirs publics. Et quand j'ai une structure officielle, c'est mieux que le GEPAN d'origine ou le GIPAN d'aujourd'hui. Et donc j'ai fait un projet, donc un énorme rapport. J'ai travaillé avec des amis. Ce rapport, je l'ai remis en octobre 1998, donc à Marseille, à la rue d'Arménie, donc là où étaient postés les renseignements généraux. Et quelques mois plus tard, l'atmosphère s'est rafraîchie. Les rapports s'étaient distendus. J'étais devenu un peu persona non grata.
Et j'ai compris pourquoi quelques mois encore après, quand un ami qui est Sylvain Audin dans le roman et qui existe réellement, oui, il existe réellement, il m'a téléphoné au mois de mai et il m'a dit tu devrais acheter le numéro hors série de VSD. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Cometa et tu verras à l'intérieur, c'est ton rapport, tu verras, bon, quelques phrases avaient été changées, mais tout ce que j'avais rédigé, je l'ai retrouvé dans le rapport qui avait été donc attribué à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Voilà. Donc peut-être s'en sont-ils inspirés, je ne vais pas crier au plagiat, mais il ressemblait presque comme deux gouttes d'eau. Et j'ai appris ensuite que notre rapport avait été remis à Jospin, qui était à l'époque Premier ministre de Chirac, et qui l'a remis ensuite après à Chirac au mois de mars 1999. Et puis il y a eu des fuites, des journalistes de VSD ont pu récupérer ce rapport et ils en ont fait un numéro hors série au mois de mai. Voilà. Donc on y est peut-être un petit peu aussi, on a une partie de la paternité, je ne veux pas dire la totalité, on va être modeste, ou en tout cas on va être lucide. On a une partie, en tout cas, de la paternité de ce rapport, et je comprends pourquoi, après les RG, on rafraîchit volontairement nos rapports, parce que on avait été utilisés, et maintenant on n'était plus très utile, donc bon. On s'est débarrassé de nous, voilà, comme il convient dans ce genre de service. Donc, l'université, quand vous lui avez fait cette proposition, a refusé. Oui. Oui. Justement, quand les différents éléments que donne René Alexandre pour essayer de convaincre ce directeur sont tout à fait... c'est très pragmatique. Il fait référence à des choses très concrètes, avec des noms, des événements, etc. Et pourtant, ce directeur, alors on voit la peur qui se dissimule derrière. D'ailleurs, il est fou de rage, tellement il a peur et qu'il voit à quel point sa vision du monde commence à faillir. Et comment ça, vous croyez à ces bêtises Voilà, c'est ça. Donc, comment justement, là on aborde un petit peu le domaine universitaire, vous êtes un scientifique, vous êtes à la base sceptique, c'est la position d'un scientifique. D'ailleurs, vous avez un regard sur la physique des matériaux et dans ce sens-là, la manière dont vous abordez justement les différents éléments qui composent la matière fait de vous quelqu'un qui peut rentrer aussi bien dans le détail, mais en même temps sectorise, fragmente, casse, on va dans l'infiniment petit, on voit les effets que cela peut produire. Et dans ce sens, je dirais peut-être que ça a plus de poids que quelqu'un qui serait, je sais pas, un littéraire à la fac et qui enseigne la littérature. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous avez été voir justement ce directeur et que vous lui donnez ces différents éléments, vous ne lui dites pas que tout ça existe ou que c'est vrai, vous lui donnez juste des éléments de façon à ce qu'il puisse ouvrir une cellule et travailler en partenariat justement avec le gouvernement. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer comme étant général, je veux dire cette fermeture et cette peur dès le moment où on aborde des sujets comme le spiritisme, comme le phénomène OVNI? Est-ce que c'est quelque chose qui, à travers, je sais pas, vos collègues et amis, au regard du nombre d'années que vous abordez ces sujets-là, fait encore peur, ou il y a une ouverture qui se fait vraiment progressivement, mais c'est difficile? Alors déjà, je voudrais faire juste une petite mise au point. C'est vrai que René Alexandre, dans le roman, est spécialisé dans la physique des matériaux, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt dans le génie des procédés, donc la thermodynamique, le transfert de chaleur. Donc c'est quand même un domaine un petit peu différent. Je tenais à le préciser si jamais votre émission passe. Elle passera, donc oui, c'est bien de préciser. Voilà, elle passera sur Internet, mais si des collègues l'attrapent au vol, je ne voudrais pas être accusé d'imposture. J'entends bien. C'est pas, je ne suis pas dans la physique des matériaux, même si ça m'intéresse. Forcément, avec les ovnis, on ne peut que s'y intéresser. Alors, pour revenir à votre question, c'est vraiment un sujet tabou. Il est aujourd'hui plus que jamais.
Ah bon? Ah oui, 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 oui. Alors par contre, je dois aussi reconnaître que j'ai pas été persécuté, j'ai pas été bon, on m'a peut-être un petit peu mis à l'écart, mais c'était pas une vraie chasse aux sorcières. Je pense que j'avais des compétences dans un domaine de recherche qu'on n'aurait pas voulu voir perdre au sein de l'université. Donc les seules pressions que j'ai reçues, c'était simplement, ouais, c'est dommage de quitter une équipe de recherche qui marche, qui fonctionne. Tu as ta place, tu vas construire ta carrière, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir un poste de prof, ton laboratoire, etc. Donc j'ai préféré conserver ma liberté. En tant que maître de conf, on est plus libre qu'un professeur. Parce qu'on n'est pas tenu de gérer un laboratoire de recherche avec une thématique imposée. Là, je peux choisir ma thématique de recherche et j'en ai fait mon thème de recherche. J'ai le droit, même si je n'ai pas de moyens pour y parvenir, même si je n'ai pas d'équipe ou de numéro de laboratoire associé, pour pouvoir disposer de murs et de matériel afin d'exercer mon travail de chercheur. Donc je me débrouille à me financer, à faire les choses comme je peux. Mais j'ai été quand même, on m'a proposé, enfin je veux dire, le directeur de ce roman, et puis le directeur aussi actuel de l'école où j'exerce mon métier, me font quand même confiance et ils me laissent quand même travailler assez tranquillement. Et même à utiliser les lettres en tête de l'université, à utiliser les locaux. À une époque, là je ne les utilise pas, mais à une époque, on m'avait proposé d'utiliser même les locaux de l'université et de l'école où je me trouvais, qui était sur un campus universitaire, ainsi que les amphithéâtres, les salles de cours et les amphithéâtres. Donc, vous voyez, quand même si le sujet fait peur, localement, bon, on m'a quand même permis voilà, certaines libertés. Mais c'est quand même un sujet tabou. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a encore davantage. J'avais un cours, je vous dis, j'avais un cours d'épistémologie où le sujet a été un peu effleuré, mais c'était plutôt sous l'aspect d'un exercice de style, plutôt que de vouloir éduquer des étudiants à l'ufologie, pas du tout. Eh bien, le cours, l'année suivante, a été supprimé dans l'emploi du temps. Et on me l'a dit, on m'a dit carrément, tu as été censuré pour le contenu de celui-ci, voilà. Et justement, pas d'ambiguïté. La conspiration des anges, bon, c'est le titre. En plus, le titre il est bien à propos. Et quand on parle de conspiration, conspirationniste. Oui. Alors, ok, c'est un roman, ok, mais je peux vous dire que, en tout cas pour ceux qui feraient l'effort de vouloir vérifier, valider, tout y est, les noms, les prénoms, les dates, les lieux, et vous pouvez aller vous-même investiguer. Alors, à l'image de vous et la manière dont vous avez abordé les choses, eh bien de ne pas prendre pour argent comptant, tout simplement, aller vérifier, rentrer en immersion, pourquoi pas, si vous voulez investiguer, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je sais ce que ça peut impliquer à ce niveau-là, c'est vraiment un travail considérable. Et en écrivant le livre, est-ce que, alors quand bien même c'est un roman, le fait d'abonder dans cette mouvance conspirationniste, est-ce que ça n'a pas été une difficulté dans la vision globale du roman à mettre en scène? Eh bien, effectivement, avec le milieu des années 2000, le terme conspirationnisme s'est considérablement dégradé et il dispose de connotations fortement négatives. On peut être taxé de révisionnisme, d'antisémitisme, de racisme, ouais. ou finalement aussi d'appartenir à une mouvance d'extrême droite. Alors c'est pas du tout mon cas, j'ai plutôt une orientation à gauche, voire même très à gauche, enfin, s'il faut dire les choses clairement. Donc je ne suis pas antisémite non plus, j'ai plein d'amis, je suis parti d'Israël. Au contraire, je dénonce ceux qui parlent de complot juif parce que le faux historique des protocoles de Sion est avéré, et donc je démontre que s'il y a un complot juif, certes, mais il est plutôt contre les juifs qui ont été bien souvent... Voilà, ils ont été instrumentalisés, et ça a été souvent des boucs émissaires. C'est très facile de leur jeter la pierre. Donc c'est un peuple pour lequel j'ai au contraire beaucoup d'affinités. Et puis ça rejoint avec cette histoire de réincarnation. Donc tant pis, je vais le dire là, l'une d'elles ou l'un de mes rêves récurrents, c'était de fréquenter un camp de concentration alors que j'étais enfant. Ouais. Et voilà, et qu'on devait se battre pour survivre. Et à l'occasion d'un repas festif avec quelques amis, mon voisin, qui était aussi un ami, me dit il faut que je te dise quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, depuis des années, je fais ce rêve, et il fait le même rêve que moi, mais il est un autre enfant.
Et donc, il m'a vu dans un rêve, et moi je l'ai vu dans mon rêve. C'était très curieux, donc je ne sais pas si c'est une preuve de la réincarnation, mais voilà. Donc, il vivait également dans ce camp, après avoir été transféré du ghetto de Varsovie. Voilà. Donc, j'en parle beaucoup dans le tome 4 du ghetto de Varsovie, parce que ce sont ces réminiscences-là. Donc, voilà, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas raciste, je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas révisionniste. Les camps de concentration ont bien existé. Il y a eu 6 millions de juifs exterminés, 1 million de tziganes, 300 000 400 000 opposants politiques, homosexuels et francs-maçons. Et témoins des Jéhovah. Les premiers à avoir été internés dans les camps, ça je l'ai su parce que je me suis rapproché de ce milieu aussi, ce sont les témoins des Jéhovah. Les premiers à avoir subi l'enfermement des camps, ce sont les témoins. Après, ça a été les francs-maçons et les homosexuels. Les juifs sont venus juste un peu après. Donc voilà, je conserve le terme de conspirationnisme parce que l'histoire fourmille de conspirations. Que ce soit de l'assassinat de Toutankhamon jusqu'à celui de Kennedy, en passant par l'assassinat de Jules César, de Lincoln. On le sait, Kennedy, on le sait. Il faut savoir qu'il y a eu des rapports et des commissions récentes. Quand je dis récentes, c'est dans les années 90. Qui montre qu'il y a eu complot, qu'il y a eu plus d'un tireur. Voilà, on le sait, et que le film de Zapruder, et d'ailleurs j'en parle voilà, dans le tome 4, il a été truqué. Voilà, on le sait aujourd'hui de façon incontestable. On en parle très peu, mais on le sait. Donc il y a eu conspiration, donc complot, conspiration. Le problème, c'est que les mots ont tellement de sens important qu'il faut les galvauder. Donc les opposants vont d'abord s'attaquer aux mots, parce que si on s'attaque aux mots, on va s'attaquer au sens des mots, et les gens ne pourront plus utiliser le sens de ces mots. C'est comme si on réussissait à réduire la pensée d'une langue. Oui, ça fait penser, ce que vous dites, à un exemple simple. On parle de la police qui, avant, s'appelait les gardiens de la paix. Oui. C'est pas la même chose que les qualificatifs qu'on utilise aujourd'hui. Tout à fait. Gendarmerie, policier, alors le gardien de la paix, aujourd'hui, c'est... Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Donc voilà comment petit à petit changer l'énergie, la vibration qu'à la base était magnifique. On est pour la paix, maintenant c'est forces de l'ordre. Alors je vais faire des conférences là-dessus qui sont des vraies conspirations. Je ne vais pas m'appuyer sur les conspirations d'aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres qui sont avérées. Et je me prive de ce mot et je parle de manipulation de l'histoire. Vous voyez, on est obligé de s'auto-censurer soi-même, parce que si vous formulez aujourd'hui une conférence que vous appelez le conspirationnisme à travers les âges, par exemple, alors de suite, vous êtes catalogué et il n'y a personne qui viendra, ou alors vous serez de suite, votre débat sera de suite dénaturé parce que vous allez devoir vous justifier. Donc vous ne pourrez pas faire la conférence, vous allez devoir vous justifier pour pouvoir avancer des arguments concrets, pertinents, qui n'ont rien à voir avec une volonté de réviser l'histoire à partir de considérations ethniques ou raciales. C'est ce que dit Michel Onfray, d'ailleurs, il s'en défend lorsqu'il fait ses propres conférences. C'est un glissement limite dangereux à l'heure actuelle, dans lequel on essaie de... Alors, là aussi, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, il y a cette tangente qui est là et qui est dangereuse, tout simplement. On va aborder juste un autre élément qui a son importance, parce que tout au long des différents tomes, il y a ces passages tirés de, je cite, les mémoires de Lucifer. Je vais vous lire justement un de ces passages, c'est le premier que l'on rencontre dans le premier tome. L'événement se produisit il y a quelques 13 milliards et 700 millions d'années, dans un espace infime, presque un point. Le terrible et puissant frémissement. L'univers vint au monde affamé d'un territoire qui ne cessait d'accroître, passant ainsi de l'insignifiance à l'immensité. Et dès les premiers instants, la première seconde de son existence, il a adopté un mode de comportement dont il ne s'est jamais débarrassé, développer des formes à chaque fois plus complexes. Depuis les énergies rudimentaires, il migra vers les particules élémentaires qui s'assemblèrent à leur tour en édifices atomiques pour continuer vers les molécules, et enfin les étoiles et leur cortège de planètes. Et cette volonté à produire de nouvelles formes ne s'arrêta pas là. Elle se poursuivit jusqu'à produire le miracle de la vie organique. À cette fin, et sans savoir jusqu'où cela le conduirait,
L'univers choisit les supports appropriés, à bonne distance de leur étoile, animé de l'idéale rotation et pourvu d'une gravité suffisante pour retenir une atmosphère propice à l'épanouissement de son désir d'exister. Afin d'établir cette nouvelle résolution, il décida de propager les échantillons solides de son être en devenir dans son vaste domaine et d'ensemencer les fragments de sa naissance les plus méritoires. Donc les mémoires de Lucifer. Et tout ça donc parsème régulièrement tout au long de ces romans, de ces tomes. On voit ces mémoires qui s'expriment. Alors on va voir justement quelle est la vision de Lucifer que vous avez, mais est-ce que c'est quelque chose qui existe, les mémoires de Lucifer? Non, justement, certains l'ont dit, l'ont prétendu, mais pas du tout. Je vais en assumer l'entière et complète paternité, parce qu'il me fallait un support pour pouvoir véhiculer le patrimoine historique à l'origine de notre humanité. Et je cherchais comment le faire, et bien finalement, j'ai voulu laisser s'exprimer l'un des principaux protagoniste de cette histoire de l'humanité, qui est le Enki, le fameux fils d'Anu, qui a été en charge, en tout cas selon la légende sumérienne, de produire l'humanité afin que celle-ci puisse être utilisée comme ouvrier par son père, le roi Anu. Et Enki est devenu par la suite Lucifer parce qu'il s'était pris de sa création et il a pris fait et cause pour les hommes contre son père. Il s'est rebellé et donc est devenu ce qu'on appelait un ange déchu. Enfin, d'abord un ange rebelle. Les anges déchus, c'est encore autre chose. Je laisserai le lecteur le soin de voir après la différence. Il est devenu un ange rebelle parce qu'il n'a pas fomenté un coup d'État, mais il a fait une sécession, un schisme politique entre son père et sa faction de sympathisants. Voilà. Et de Enki, il est devenu Lucifer, le porteur de lumière, parce qu'il a porté la vérité aux hommes, la connaissance, qui était abusée par le roi Anu, parce qu'il se faisait passer pour des dieux immortels qui avaient donc gouvernance sur la totalité de l'univers, ce qui était faux. Et c'est un petit peu la lumière qu'apporte Alors Enki. C'est vraiment important et ce n'est pas rien de le mettre, de le pointer du doigt et d'en faire justement la lumière. Oui. Parce que je vois en tout cas pour ma part circuler sur Internet bon nombre d'amalgames. Entre justement Lucifer et Satan. C'est le premier point. Et notamment, donc on parle de loge luciférienne, etc. On ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais ces amalgames sont dévastateurs, puisque vous parliez des mots et de ce qu'on met derrière Exactement. les mots. Il est important de redonner sens à ces mots. Et je m'étais aussi posé cette question, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, que ça soit en franc-maçonnerie, mais pas seulement, chez les alchimistes, on fait référence justement à l'ange déchu. Donc Lucifer, c'était vraiment le préféré de Dieu, pourrait-on dire. Dans la Genèse, tel qu'on le perçoit, il fut jeté sur la terre et dans cette chute, il perdit l'émeraude qu'il avait à son front et qui donna par la suite justement la fameuse table d'émeraude des alchimistes. Parce que ça aussi, on en parle et comment il est possible de comprendre ou d'essayer de comprendre ce que ce Lucifer, qu'on appelle le porteur de lumière, qui fait référence justement à la statue de la liberté, qui amène justement la connaissance auprès des hommes, qui étaient considérés justement comme étant séparés de Dieu séparés dans le sens en même temps qu'ils étaient totalement ignorants de qui ils étaient, de d'où ils venaient. Alors c'est une création. On peut peut-être justement parler des Anunnaki et de la mythologie telle qu'elle a été retrouvée dans les tablettes sumériennes. Je pense qu'elle est importante de prime abord pour remettre en perspective à quel point ce que Enki a pu apporter à l'humanité, si on a été effectivement créé par elle, j'entends les Anunnaki, et en même temps, quelle était la place de son frère Enlil dans cette histoire. On parle des Elohim, on parle des Anunnaki, on fait justement encore une fois cette résonance à travers tous les mythes fondateurs de l'humanité. Alors certes, les noms changent, mais c'est toujours les mêmes protagonismes.
Quand chez les Grecs, puisque nous, notre civilisation descend surtout de cette vision-là, encore une fois, comment peut-on expliquer des dieux qui se battent, qui sont à l'image des hommes dans le fait qu'ils s'entretuent, et en même temps on retrouve là, encore une fois Yahvé, ce dieu vengeur, qui a un courroux gigantesque et qui fait peur aux hommes. Je veux dire, qui veut d'un dieu comme ça? Donc remettons les choses en perspective. Et j'aimerais que vous puissiez nous faire un petit peu justement cet épilogue avant de continuer, parce que si on n'aborde pas ça, même si vous venez de le faire très rapidement, mais c'est vraiment essentiel de pouvoir replacer les choses sous cet angle. Alors là, c'est... Je peux commencer comme ça, peut-être. Oui, juste pour lancer un petit peu la chose, je vous reprends les mémoires de Lucifer. Allez-y. Autrefois, la maison des dieux fut dévastée par une catastrophe astronomique, un terrible choc de monde qui embrasa le ciel en son entier. Ils descendirent alors sur la terre pour y extraire le matériau assurant la survie de leur temple, l'or. Les primates qu'ils découvrirent en pays de Sumer, dans une vallée verdoyante située entre le Tigre et l'Euphrate, représentaient l'espèce la plus évoluée. Ce paradis terrestre, les dieux lui donnèrent le nom d'Édine, que les Hébreux rebaptisèrent Éden des millénaires plus tard. Ces visiteurs, que les Sumériens appelèrent Anunnaki, ceux qui venaient du ciel sur la terre, ressemblaient selon leur caste à des poissons à tête humaine ou présentaient une allure reptilienne. Ils étaient l'équivalent des Elohim du peuple hébreu. Leur chef se nommait Anu pour les uns, Yahvé pour les autres. Grande était sa puissance, forte son armée, et terrible sa colère. La multitude tombée de la voûte céleste s'installa dans les terres de l'Édine, où ils se répartirent en deux catégories, les dieux majeurs, les donneurs d'ordre, et les dieux mineurs, les exécuteurs. Ces derniers, par ailleurs bien nommés, puisqu'ils étaient affectés à la dure tâche d'extraction au fond des mines d'or dans le sud de l'Afrique, furent un jour excédés par la pénibilité de l'ouvrage qui grandissait au fil de l'exploitation du sol terrestre. Ils déclenchèrent une grève dont la fermeté menaçait la restauration de leur résidence natale, Nibiru. À l'unisson, ils clamaient d'une voix forte « La peine excessive nous tue !» La crise, ne trouvant pas de solution, fut portée à la connaissance du puissant Dieu Anu, mon père. Donc voilà. La mémoire de Lucifer. Je pense que c'est une bonne introduction. C'est un peu ça. Et en fait, parce qu'il faut savoir que la bataille des dieux, elle a plusieurs significations. Hormis la plus conventionnelle, donc des batailles classiques, sur la terre comme au ciel d'ailleurs, avec de vrais engagements physiques, elle représente plutôt les catastrophes astronomiques, un peu comme le disait Immanuel Velikovsky dans son célèbre ouvrage Monde en collision, parce qu'il s'est aperçu que justement ces guerres coïncidaient avec des événements astronomiques majeurs. Et on le sait aujourd'hui que la formation du système solaire, et notamment la Terre, résulte d'événements chaotiques survenus il y a fort longtemps. Et dans des tablettes sumériennes, dans ces tablettes-là d'ailleurs, on ne trouve pas toutes les références, parce qu'il faudrait parler de Zecharia Sitchin, qui a été l'un des premiers à les traduire et à pouvoir les porter à la connaissance du public, qui est aujourd'hui controversé parce qu'on ne les retrouve plus. Elle figurait dans le musée archéologique de Bagdad encore en 2003, et elles ont été détruites ou dérobées avec l'arrivée des GI, avec la fameuse seconde guerre d'Irak. On peut le préciser d'ailleurs, c'est la première chose que les Américains ont fait en envahissant, pour ma part j'emploie ce terme, l'Irak, c'est de s'occuper directement du musée de Bagdad et d'y voler tout ce qui cela pouvait recéler. Alors, vous abordez ça surtout dans le deuxième tome, et vous précisez que juste avant cette invasion américaine, a eu lieu des découvertes archéologiques par Saddam Hussein peu de temps auparavant. Ça, effectivement, par des équipes, ce n'était pas lui-même qui était impliqué, mais il y avait beaucoup de découvertes. Il y avait des fouilles qui étaient très importantes à ce sujet et qui pouvaient corroborer ce que disait Sitchin, notamment dans la vieille cité d'Our. Pour mémoire, Our, c'est la ville où vivait Abraham et qui a ensuite émigré en Palestine parce qu'ils étaient opprimés ou pour des raisons purement spirituelles, il s'est façonné un peuple et prônait le monothéisme, qui n'était pas le cas à cette époque-là. Donc, effectivement, des fouilles étaient faites dans la vieille cité d'Our, et notamment au niveau de son temple pyramidal.
Eh bien, il faut savoir que juste avant de partir effectivement en guerre, en mission d'occupation, les Américains avaient reçu donc de l'ONU et de l'UNESCO une liste de sites archéologiques à préserver. Eh bien, plutôt que de les préserver, ils les ont détruits avec la même liste. Notamment le temple pyramidal d'Ur, ils n'ont pas hésité à lui envoyer pas moins de 200 missiles. 200 missiles, voilà. Pour une vieillerie archéologique avec des poulaillers et quelques fermiers. On peut s'imaginer quelle était la stratégie ou l'objectif militaire de vouloir détruire ce temple et toutes les fouilles qu'il y avait à côté. Et il faut savoir qu'un missile, ça coûte quand même $1 million, environ $1 million. Donc 200 millions de dollars pour détruire un temple multimillénaire, on peut raisonnablement s'interroger. Voilà. Oui. Donc on n'a plus trop de preuves, de références historiques que Sitchin avait avancées dans les années 70. Raison pour laquelle aujourd'hui il est devenu très controversé et que tout ce qu'il a raconté à propos justement de cette catastrophe astronomique et de l'arrivée des Anunnaki sur la Terre est maintenant battu en brèche. Mais le texte est tellement cohérent et il est en plus appuyé par des bas-reliefs qu'on a pu trouver à Bassora, donc dans le sud de l'Irak, que l'on ne peut que croire les propos de Sitchin. Mais bon, maintenant, il faut faire uniquement avec la traduction, puisqu'on n'a plus on ne dispose plus des originaux. Voilà. Ouais. En même temps, je sais que vous abordez aussi dans le premier tome, d'où viendrait, alors je ne sais pas si c'est supputation ou encore une fois si vous basez sur les travaux de Sitchin, comment sont venus justement ces Anunnaki la constellation du Dragon. Ils avaient un problème avec leur soleil qui était en train de grossir et des problèmes de température. Il y a eu une première migration, vous nous dites, de ce système solaire pour arriver dans le système solaire qui est le nôtre. Ils ont investigué sur une planète qui pouvait porter la vie, celle qui s'appelait ou s'appellerait Nibiru, qui se trouvait entre Mars et Jupiter. C'est ça. Cette dernière avait en même temps, elle avait une ellipse légèrement excentrique par rapport au celle de Soleil, mais qui croisait en même temps une autre planète du système solaire qui se trouvait être un peu sa compagne dans le cercle autour du Soleil. Et les deux ellipses, à un moment donné, se sont rencontrées. Alors, on ne sait pas si c'est les deux planètes, entre Nibiru et l'autre, ça s'appelait ou aurait dû s'appeler Tiamat. Tiamat, c'est ça, oui. Et ces deux-là, ce sont alors, les planètes elles-mêmes ou leurs satellites. C'est leur lune, plus exactement. La lune de Nibiru ou Marduk, parce que les Babyloniens l'appelaient Marduk, qui aurait, elle s'appelait, je crois, Kangu, il me semble, la lune de Marduk ou de Nibiru aurait heurté la Terre et l'aurait fendue en deux. Mais Nibiru n'aurait pas été directement affecté, en tout cas au niveau de sa lithosphère. Oui, voilà. Et en même temps, ce qui s'est passé, parce que vous parlez de Mercure, et en même temps, je crois que c'est Velikovsky, me semble-t-il, qui parle de Vénus. Comme quoi Vénus, et je crois que ça a été prouvé, il m'avait semblé avoir vu les... C'est un intrus. Vénus est un intrus, elle a, avec un certain filtre, on peut voir que finalement la place qu'elle occupe, elle laisse une certaine forme de traînée, comme le font les comètes, et qui laisserait envisager que de toutes les planètes du système solaire, elle est là depuis peu de temps et qu'elle prend sa place et qu'elle ralentit. Alors, soit c'est une intruse qui essaye de trouver sa place, soit c'est une ancienne occupante qui a été chassée de sa place, et c'est ce que préconise justement la légende sumérienne. C'est donc une partie de Tiamat éjectée par le choc astronomique qui aurait donc dans un jeu de pétanque, on est à Marseille, dans un jeu de pétanque astronomique du système solaire, donc récupérer la place qu'occupait à l'époque Vénus pour l'éjecter en direction évidemment du Soleil. Et c'est la raison pour laquelle évidemment la vie aurait pu apparaître sur Vénus. Donc le mythe des Vénusiens, il n'est pas si absurde, et c'est intéressant parce qu'il faut savoir que Vénus est aussi l'astre qui symbolise Lucifer, et que
Oui. Voilà, c'est l'étoile du matin et c'est aussi l'étoile du soir. Du soir, oui. C'était aussi, par parenthèse, l'astre du Christ, parce qu'il faut se rappeler qu'on appelait aussi le Christ Lucifer. Dans les premiers temps du christianisme, c'était Lucifer, l'étoile du matin. C'est comme ça qu'était surnommé le Christ. Donc c'est un petit peu curieux de vouloir l'apparenter à Satan. Donc, moi, le modèle d'évacuation de Vénus de son orbite par une moitié de Tiamat, elle me paraît plus rationnelle. Parce qu'on comprend maintenant pourquoi le comportement de Vénus est très curieux. Son activité volcanique, et disons qu'elle a une activité de planète tellurique qui est incompatible avec sa position. C'est comme si elle avait été perturbée, évidemment, alors peut-être parce qu'elle a été piégée par le système solaire et qu'elle provient d'une comète, soit parce qu'elle a été chassée de son ancienne orbite. Mais comme il est question de Vénusiens, je suis plus séduit par cette partie-là, et que les Vénusiens qui occupaient Vénus après cette catastrophe ont été obligés d'évacuer à leur tour, et pour partie peut-être revenir sur Terre. Alors on va faire une première pause, voilà. Puisque ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Je vous rappelle avec nous donc Thomas Allen, s'il en est, à savoir René Arnaud, pour cette saga qui est pour ma part extraordinaire. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux, comme roman initiatique et en plus une plume extraordinaire. C'est La Conspiration des Anges, tome 1, volume 1, Les Contrôleurs. C'est aux éditions Percé. Je ne peux que vous inviter encore une fois à vous rendre directement sur le site Percé pour le commander. Ça sera plus avantageux aussi bien pour l'éditeur que pour l'auteur. Voilà, et vous avez un site internet? Oui, j'ai un site, alors ça fait très longtemps que je ne m'en occupe plus. Il est vraiment. Je suis en train de le refaire, oui, de le restaurer, de lui donner un petit peu un coup de jeune. J'ai un petit site internet simplement pour pouvoir y stocker quelques conférences que j'ai faites et faire un lien avec l'éditeur. Alors si on veut vous poser des questions, on vous contacte par mail, un mail? Alors là, il y a un mail qui se trouve, à chaque fin de roman, il y a l'adresse email. Voilà, alors ça a un petit peu changé, le domaine a un petit peu changé, mais l'adresse est toujours aussi bonne, c'est thomas.allen@neuf.fr ou free.fr. Voilà, Thomas, voilà, thomas.allen, @neuf.fr. Alors neuf, oui, le littéral, neuf.fr ou free.fr. Ma nouvelle adresse, c'est thomas.allen@free.fr. Voilà, je réponds. On se retrouve tout de suite.